Le vent Mistral souffle avec une violence inhabituelle ce matin d'octobre 1788, faisant craquer les volets brisés de la maison Laurent comme des ossements sous la pression. Pierre Meunier, jeune antiquaire marseillais aux mains calleuses par des années de labeur, remonte péniblement le sentier rocailleux qui mène à l'ancienne propriété. Ses bottes de cuir usées glissent sur les pierres humides, couvertes de la rosée matinale qui s'accroche encore aux herbes folles envahissant le domaine. « Sacré nom d'un chien !» marmonne-t-il, en essuyant la sueur de son front, malgré la fraîcheur automnale. Pourquoi diable ai-je accepté cette mission? Derrière lui, François Bouchard, son associé corpulent et toujours essoufflé, peine à suivre le rythme, traînant un sac de toile rempli d'outils de démolition. « Pierre, attends-moi donc. Cette pente va avoir ma peau, » halète François, s'arrêtant pour reprendre son souffle. « Et puis, cette histoire de trésor caché dans les ruines, tu y crois vraiment ?» Pierre se retourne, observant son ami avec un sourire ironique. Les rayons du soleil levant perçant à travers les nuages gris, illuminant par intermittence le paysage désolé de la Provence post-révolutionnaire. Au loin, on peut encore apercevoir les colonnes de fumée s'élevant de Marseille, où les derniers échos de la terreur résonnent encore dans les rues pavées de sang. François, mon vieux, dans ces temps troublés, il faut saisir chaque opportunité. Monsieur Bertrand nous paie grassement pour explorer cette ruine. Peu importe si nous trouvons un trésor ou non. L'argent qu'il nous donne aujourd'hui vaut plus que toutes les promesses d'hier. La maison Laurent se dresse devant eux comme un monument à la décadence aristocratique. Jadis symbole de puissance et de raffinement, elle n'est plus qu'une carcasse de pierre et de bois rongée par le temps et l'abandon. Les murs de calcaire blanc, autrefois immaculés, sont maintenant tachés de moisissures et de suie. Les grandes fenêtres à meneaux, qui offraient autrefois une vue splendide sur la vallée de l'Uvaune, ne sont plus que des trous béants aux vitres brisées, laissant s'engouffrer le vent avec un sifflement lugubre. Le portail principal en fer forgé pend de travers sur ses gonds rouillés, ornés de lys sculptés, symboles royaux qui ont perdu toute leur signification dans cette France révolutionnaire. Les jardins à la française, jadis entretenus avec un soin maniaque par une armée de jardiniers, ont cédé la place à une jungle de ronces et de mauvaises herbes qui montent jusqu'aux fenêtres du rez-de-chaussée. « Regarde-moi ça !» murmure Pierre en contemplant les dégâts. Il y a 5 ans à peine, cette propriété était l'une des plus belles de Provence. Les Laurent recevaient la fine fleur de l'aristocratie marseillaise dans ses salons. François frissonne, et ce n'est pas seulement à cause du vent automnal. Oui, et regarde où cela les a menés. On dit que le vieux Laurent a fui vers l'Espagne quand les sans-culottes ont commencé à dresser leur liste. Sa femme et ses enfants, personne ne sait ce qu'ils sont devenus. Les 2 hommes franchissent le seuil de la demeure, leurs pas résonnant étrangement dans le hall d'entrée. L'escalier de marbre, autrefois majestueux, est maintenant fissuré et couvert de débris. Des morceaux de plâtre pendent du plafond comme des stalactites menaçantes. L'odeur d'humidité et de décomposition s'insinue dans leurs narines, mélangée à quelque chose de plus subtil, une odeur âcre et métallique qu'ils ne parviennent pas à identifier. Pierre allume sa lanterne à huile, projetant des ombres dansantes sur les murs délabrés. Les peintures qui ornaient autrefois les parois ont été lacérées, probablement par les pillards qui ont visité les lieux après la fuite de la famille. Des traces de vandalisme sont visibles partout, graffitis révolutionnaires, meubles brisés, tapisseries arrachées. Ils n'ont rien laissé au hasard, observe François en examinant les restes d'un secrétaire Louis XV éventré. Même les tiroirs secrets ont été forcés. C'est exactement pour cela que M. Bertrand pense qu'il reste quelque chose d'intéressant. Les pillards cherchèrent de l'or et des bijoux. Ils n'ont pas forcément pensé aux antiquités ou aux objets d'art qui pourraient avoir de la valeur pour des collectionneurs. Ils progressent méthodiquement de pièce en pièce, inventoriant les débris et cherchant tout ce qui pourrait présenter un intérêt commercial. La bibliothèque a été particulièrement saccagée. Des milliers de volumes jonchent le sol, leurs pages dispersées comme des feuilles mortes. Certains livres rares ont survécu, miraculeusement épargnés par la rage destructrice des révolutionnaires.
Dans ce qui était autrefois la salle à manger, Pierre découvre les restes d'un service de porcelaine de Sèvres, dont quelques pièces intactes pourraient valoir une petite fortune. François, de son côté, examine attentivement les boiseries sculptées, cherchant des cachettes secrètes que les pillards auraient pu manquer. C'est en pénétrant dans le grand salon que leurs regards sont attirés par un objet qui semble avoir défié le temps et la destruction. Au fond de la pièce, entre deux fenêtres aux rideaux en lambeaux, se dresse un miroir vénitien d'une beauté saisissante. Le cadre, en bois doré finement sculpté, représente une danse de chérubins, entrelacée de motifs floraux d'une délicatesse exquise. Malgré la couche de poussière qui le recouvre, on peut deviner la qualité exceptionnelle de l'artisanat. Mais c'est le miroir lui-même qui retient leur attention, contrairement à toutes les autres glaces de la maison qui ont été brisées ou ternies. Celle-ci semble intacte, sa surface réfléchissante parfaitement lisse et claire. « Mon Dieu !» souffle Pierre en s'approchant prudemment. « C'est magnifique. Ce miroir doit dater du XVIIe siècle, peut-être même de l'époque où les artisans vénitiens étaient au sommet de leur art. » François le rejoint, admiratif. « Et il est en parfait état. Comment est-ce possible? Tout le reste a été détruit ou volé. Mais ce miroir... » Pierre essuie délicatement la surface poussiéreuse avec un chiffon de lin qu'il tire de sa sacoche. À mesure que la poussière disparaît, le miroir révèle sa perfection troublante. La surface réfléchissante semble presque liquide, d'une profondeur hypnotique qui donne l'impression de pouvoir s'y plonger comme dans un lac tranquille. « Il faut absolument l'emporter », déclare Pierre avec enthousiasme. Monsieur Bertrand connaît des collectionneurs à Paris qui paieraient une fortune pour un tel objet. Mais alors qu'il se penche pour examiner le mécanisme de fixation du miroir au mur, quelque chose d'étrange attire son attention. Dans le reflet, il aperçoit brièvement un mouvement qui ne correspond pas à sa propre gestuelle. Un frisson glacé lui parcourt l'échine, mais quand il lève les yeux vers le miroir, il ne voit que son propre visage inquiet et celui de François derrière lui. « Tu as vu quelque chose ?» demande François, qui a remarqué l'expression troublée de son ami. « Non, non, ce n'était rien, juste un effet de lumière avec la lanterne. » Mais Pierre n'est pas convaincu par sa propre explication. Il y avait bien quelque chose dans ce reflet, un visage qui n'était ni le sien ni celui de François. Un visage aux traits déformés par une expression d'agonie indescriptible. Secouant la tête pour chasser ses pensées superstitieuses, il se concentre sur la tâche pratique de démonter le miroir. Les fixations sont plus complexes qu'il ne l'avait imaginé. Le miroir semble intégré au mur par un système de support dissimulé dans la boiserie. « Il va nous falloir plus de temps que prévu », marmonne-t-il en examinant les mécanismes. Cette fixation a été conçue pour être permanente. François, qui observe la pièce pendant que Pierre travaille, remarque quelque chose d'inhabituel, près de la cheminée. « Pierre, viens voir ça !» Il montre du doigt une section du parquet qui semble légèrement surélevée, comme si les lattes avaient été soulevées puis replacées maladroitement. « On dirait que quelqu'un a creusé ici et récemment ?» Pierre abandonne temporairement le miroir pour examiner le plancher suspect. Effectivement, plusieurs lames de parquet bougent sous la pression, révélant un espace creux en dessous. « Aide-moi à soulever ces planches. » En utilisant leurs outils, ils parviennent à retirer plusieurs lattes de chêne, révélant une cavité peu profonde, creusée dans la terre battue. À l'intérieur, protégé par un morceau de toile cirée, ils découvrent un objet qui leur glace le sang. C'est un journal intime, relié en cuir rouge sombre, dont la couverture porte les initiales ML, gravées en lettres d'or. Le cuir, bien que taché et légèrement moisi, a résisté aux outrages du temps. Pierre l'ouvre délicatement, et dès les premières lignes, écrites dans une écriture masculine précipitée, ils comprennent qu'ils viennent de mettre la main sur quelque chose d'extraordinaire et de terrifiant. 15 septembre 1793. Je ne peux plus supporter le poids de ce secret. Élise est morte par ma faute, et chaque nuit, son visage me hante. Si quelqu'un trouve ce journal, qu'il sache la vérité sur ce qui s'est passé dans cette maison maudite. François déglutit difficilement. Michel Laurent,
C'était le fils aîné de la famille. On disait qu'il avait disparu mystérieusement juste avant la fuite de son père. Pierre continue sa lecture, sa voix se faisant de plus en plus tremblante à mesure qu'il découvre les confessions horrifiques consignées dans ce journal. « D'où me suivez-vous? Laissez un commentaire !» Les révélations contenues dans ces pages vont bouleverser leur compréhension de ce qui s'est réellement passé dans la maison Laurent. Mais ils ne peuvent pas encore imaginer à quel point cette découverte va changer leur vie et les confronter à une vérité que le miroir vénitien semble avoir gardée prisonnière depuis 5 longues années. La nuit tombe sur la Provence, et les ombres s'allongent dans le salon dévasté. Dehors, le Mistral continue de hurler, comme s'il cherchait à emporter avec lui les secrets enfouis dans cette demeure maudite. La chandelle de pierre vacille dans le courant d'air qui s'infiltre par les fenêtres brisées, projetant des ombres mouvantes sur les pages jaunies du journal. François s'est approché, regardant par-dessus l'épaule de son ami, alors que ce dernier déchiffre péniblement l'écriture de plus en plus erratique de Michel Laurent. 20 septembre 1793. Père est parti pour l'Espagne il y a 3 jours, emportant avec lui les derniers bijoux de mère. Il m'a laissé la garde d'Élise, me faisant promettre de la protéger. Comme l'ironie du sort est cruelle. Pierre tourne la page délicatement, craignant que le papier fragile ne se désintègre entre ses doigts. 25 septembre 1793. Élise devient de plus en plus agitée. Elle passe ses journées à arpenter la maison comme une âme en peine, parlant sans cesse de justice et de vérité. Elle dit que nous devons payer pour nos crimes, que notre fortune a été bâtie sur le sang du peuple. Ses idées révolutionnaires l'ont rendue folle. Ce Michel Laurent, il semble vraiment perturbé, murmure François, troublé par le ton de plus en plus désespéré des écrits. Pierre continue sa lecture, captivé malgré lui par ce témoignage d'époque. 2 octobre 1793. Catastrophe. J'ai découvert qu'Élise entretient une correspondance secrète avec les Jacobins de Marseille. Cette idiote compte leur révéler l'emplacement des biens que Père a cachés avant sa fuite. Elle va tous nous condamner à mort. J'ai tenté de la raisonner, mais elle parle de rédemption et de sacrifices nécessaires. Elle ne comprend pas que si elle parle, nous finirons tous sur l'échafaud. L'écriture devient de plus en plus nerveuse, les lettres tremblantes trahissant l'état mental dégradé de l'auteur. 5 octobre 1793. Je n'ai pas dormi depuis 3 nuits. Élise a fixé un rendez-vous avec un émissaire jacobin pour demain soir. Elle compte lui remettre tous les documents compromettants de Père, y compris la liste des nobles qu'il a aidés à fuir. Mon Dieu, si ces informations tombent entre les mains du comité de salut public, c'est non seulement notre mort qui est assurée, mais celle de dizaines d'innocents. Pierre interrompt sa lecture et lève les yeux vers le miroir vénitien qui semble les observer silencieusement depuis son coin du salon. François, tu ne trouves pas étrange que ce miroir soit resté intact? Regarde autour de nous, tout a été détruit, pillé, saccagé. Mais lui, il est là, parfait, comme s'il était protégé par quelque force invisible. François suit son regard et frissonne. Continue de lire, Pierre. J'ai l'impression que nous approchons de quelque chose d'important. 6 octobre 1793. J'ai pris ma décision. Que Dieu me pardonne. Mais je ne peux pas laisser Élise détruire notre famille et condamner tant d'innocents. Ce soir, pendant qu'elle préparait sa rencontre avec l'émissaire jacobin, j'ai versé de la belladone dans son verre de vin. J'avais acheté ce poison à un apothicaire vénal, initialement pour me donner la mort si les révolutionnaires venaient de m'arrêter. Le silence qui suit cette révélation est pesant. François blêmit, réalisant l'ampleur de ce qu'ils viennent de découvrir. Il a empoisonné sa propre sœur? Pierre hoche la tête gravement et continue sa lecture. Le poison a agi rapidement. Élise s'est d'abord plainte de maux de ventre, puis sa vision s'est troublée. Quand elle a compris ce qui lui arrivait, elle m'a regardé avec une expression que je n'oublierai jamais, un mélange de terreur, de trahison et de haine pure. Ses yeux, mon Dieu, ses yeux semblaient vouloir me brûler l'âme. Elle a essayé de crier, mais le poison paralysait déjà ses cordes vocales.
Elle ne pouvait émettre qu'un râle affreux, ses mains griffant désespérément l'air, comme si elle tentait d'arracher les mots de sa gorge. L'agonie a duré près une heure entière pendant laquelle elle m'a fixé avec ses yeux accusateurs, ses yeux qui semblaient dire « Tu es un monstre, Michel, un monstre ». Pierre doit s'arrêter quelques instants, troublé par la précision horrifique de la description. Dans le silence du salon, ils entendent distinctement le vent qui gémit à travers les ruines, comme un lamento éternel. 7 octobre 1793. J'ai caché le corps d'Élise dans la cave, sous les fondations de la maison. J'ai creusé toute la nuit, mes mains en sang, mes vêtements souillés de terre et de... Autre chose, personne ne viendra la chercher ici. Officiellement, elle aura disparu comme tant d'autres pendant ces temps troublés. Mais quelque chose d'étrange s'est passé après l'enterrement. En remontant de la cave, j'ai croisé mon reflet dans le grand miroir vénitien du salon. Sauf que ce n'était pas mon visage que je voyais, c'était celui d'Élise, déformé par l'agonie du poison, les yeux exorbités, la bouche ouverte dans un cri muet. J'ai cru devenir fou, j'ai fermé les yeux, les ai rouverts, et mon reflet normal était revenu. François agrippe le bras de Pierre. Le miroir, il faut qu'on s'en aille d'ici. Cette histoire devient trop étrange. Mais Pierre, malgré sa peur grandissante, est fasciné par le journal. 10 octobre 1793. Cela fait 3 jours que je vois le visage d'Élise dans le miroir. Ce n'est plus une hallucination, je suis sûr que c'est réel. Elle me regarde, me juge, m'accuse silencieusement. Parfois j'ai l'impression qu'elle essaie de parler, ses lèvres bougent, mais aucun son ne sort. J'ai tenté de briser le miroir avec une hache, mais la lame a glissé sur la surface comme si elle était protégée par une force invisible. Le miroir ne porte aucune trace de mes tentatives de destruction. C'est comme s'il était devenu vivant. Pierre lève à nouveau les yeux vers le miroir vénitien. Dans la lumière dansante de la chandelle, la surface réfléchissante semble ondoyer légèrement, comme de l'eau trouble. 15 octobre 1793. Je ne peux plus supporter cette situation. Le visage d'Élise apparaît maintenant même quand je ne regarde pas directement le miroir. Je le vois dans le coin de mon œil, comme une présence constante qui me surveille. J'ai commencé à éviter complètement le salon, mais je l'entends parfois, j'entends sa voix qui m'appelle depuis l'intérieur du miroir. « Michel, Michel, pourquoi m'as-tu fait cela? Je voulais seulement faire le bien, je voulais seulement réparer nos erreurs. » Les mains de Pierre tremblent, maintenant visiblement en tenant le journal. L'atmosphère dans le salon semble s'être épaissie, comme si l'air lui-même était chargé d'une présence invisible. 20 octobre 1793. Je pars demain rejoindre Père en Espagne. Je ne peux plus rester dans cette maison hantée. Mais avant de partir, je veux laisser ce témoignage, cette confession de mes crimes. Si quelqu'un trouve un jour ce journal, qu'il sache que Michel Laurent était un lâche et un assassin, et qu'il se méfie du miroir vénitien. Élise y est prisonnière, j'en suis certain maintenant. Son âme torturée ne trouve pas le repos, et elle attend que la vérité éclate au grand jour, que justice lui soit rendue, que Dieu me pardonne, que Dieu nous pardonne tous. Pierre referme lentement le journal, ses mains tremblantes. Le silence qui suit est oppressant, brisé seulement par le sifflement du vent à travers les fenêtres brisées. « François, dit-il d'une voix rauque, nous devons partir d'ici, maintenant. » Mais François ne répond pas. Il fixe le miroir vénitien avec une expression d'horreur absolue. Pierre regarde le miroir. Pierre suit son regard et sent son sang se glacer dans ses veines. Dans la surface réfléchissante, clairement visible malgré la faible lueur de la chandelle, apparaît un visage féminin d'une beauté tragique, mais déformé par une agonie indicible. Les yeux sont exorbités, injectés de sang, la bouche ouverte dans un cri silencieux. Les traits, bien que distordus par la souffrance, sont d'une finesse aristocratique qui trahit une éducation raffinée. C'est le visage d'Élise Laurent, exactement tel que l'avait décrit son frère assassin dans son journal maudit. Et elle les regarde. Si cette histoire macabre vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui aime les contes d'horreur.
Pierre et François restent pétrifiés devant le miroir, incapables de détacher leur regard du visage spectral d'Élise Laurent. Les traits de la jeune femme, figés dans une expression d'agonie éternelle, semblent osciller entre la beauté aristocratique et l'horreur de sa mort violente. Ses lèvres bougent imperceptiblement, comme si elle tentait désespérément de leur communiquer un message crucial. « Mon Dieu !» souffle François, sa voix à peine audible. « Elle essaie de nous parler. » Pierre, malgré sa terreur, sent naître en lui une étrange fascination. Il s'approche lentement du miroir, la chandelle tremblant dans sa main. « Élise Laurent, » murmure-t-il, « que voulez-vous nous dire ?» Le visage dans le miroir semble réagir à sa voix. Les yeux exorbités se tournent vers lui, et une larme de sang coule lentement sur la joue déformée. Les lèvres s'agitent avec plus d'urgence, mais aucun son ne franchit la barrière invisible qui sépare les vivants des morts. François recule vers la porte, mais une force inexplicable semble le retenir dans la pièce. « Pierre, nous devons partir. Cette chose n'est pas naturelle. » Mais Pierre est maintenant hypnotisé par l'apparition. Il tend la main vers la surface du miroir, et au moment où ses doigts effleurent la glace froide, une vision fulgurante frappe son esprit. Il se retrouve soudain dans le même salon, mais 5 ans plus tôt. La pièce est magnifiquement meublée, éclairée par des dizaines de chandelles dans des candélabres d'argent. Une jeune femme d'une vingtaine d'années, vêtue d'une robe de soie bleue, arpente nerveusement la pièce. C'est Élise Laurent, dans toute sa beauté tragique. Elle tient dans ses mains une liasse de documents, des lettres scellées et des parchemins couverts de noms. Ses yeux brillent d'une détermination farouche, mais aussi d'une peur profonde. « Je dois le faire », se dit-elle à voix haute. Père a fui comme un lâche, abandonnant ceux qui lui faisaient confiance. Tant d'innocents vont périr à cause de sa couardise. Je dois réparer cette injustice, même si cela me coûte la vie. La vision continue. Pierre voit Michel Laurent entrer dans le salon, portant un plateau avec 2 verres de vin rouge. Le jeune homme, à peine plus âgé qu'Élise, a les traits cirés par l'angoisse. Ses mains tremblent légèrement en posant le plateau sur la table marquetée. « Élise, ma sœur, vous devez renoncer à cette folie, » supplie-t-il. « Si vous livrez ces informations aux Jacobins, vous nous condamnez tous. » Élise se tourne vers lui, et Pierre peut voir dans ses yeux toute la noblesse et la détermination qui caractérisait l'aristocratie éclairée de l'époque. « Michel, nous avons vécu dans le luxe pendant que le peuple souffrait. Notre fortune a été bâtie sur l'exploitation et l'injustice. Il est temps de payer nos dettes. En nous faisant tous guillotiner, en livrant à la mort des dizaines de familles innocentes qui n'ont fait que suivre Père dans sa fuite, il y a d'autres moyens de racheter nos fautes que la lâcheté. » Élise prend l'un des verres de vin et le porte à ses lèvres. Michel la regarde faire avec une expression de désespoir absolu. Pierre remarque que le jeune homme ne touche pas à son propre verre. « À la justice, » dit Élise en buvant. « À la famille, » répond Michel d'une voix brisée. La vision s'accélère. Pierre voit Élise commencer à montrer les premiers symptômes de l'empoisonnement, nausées, vertiges, troubles de la vision. Il voit la terreur grandir dans ses yeux à mesure qu'elle comprend ce qui lui arrive. « Michel, qu'avez-vous fait ?» parvient-elle à articuler avant que sa gorge ne se serre. Les derniers moments sont d'une cruauté insoutenable. Élise, réalisant qu'elle a été trahie par son propre frère, tente désespérément de crier, de l'accuser, de révéler la vérité. Mais le poison fait son œuvre, paralysant sa voix, déformant ses traits, transformant sa noble beauté en un masque d'agonie. Et pendant toute son agonie, ses yeux restent fixés sur Michel, brûlant d'une accusation éternelle. La vision se brise brutalement, et Pierre se retrouve dans le salon en ruine, la main toujours posée sur le miroir glacé. François le secoue par les épaules. « Pierre, Pierre, réveillez-vous !»« J'ai vu, » balbutie Pierre. « J'ai vu ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. » Mais alors qu'il s'apprête à raconter sa vision à François, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le miroir commence à s'animer. La surface réfléchissante ondule comme de l'eau, et d'autres visages commencent à apparaître à côté de celui d'Élise.
Pierre reconnaît certains de ces visages grâce aux portraits qu'il a vus dans d'autres pièces de la maison. Ce sont les membres de la famille Laurent et leurs proches. Mais ils ne sont pas seuls. D'autres visages, inconnus, se pressent dans le miroir, tous portant les stigmates d'une mort violente. « Mon Dieu !» murmure Pierre en comprenant soudain l'horrible vérité. Ce ne sont pas seulement les Laurent, ce sont toutes les victimes de la Révolution qui sont liées à cette famille. François, tremblant, désigne un visage particulièrement troublant dans la masse spectrale. « Pierre, cet homme-là, je le reconnais. C'est Jacques Bertrand, celui qui nous a envoyés ici. » Pierre examine attentivement le visage désigné par son ami. Effectivement, malgré la déformation causée par la mort, on reconnaît les traits caractéristiques de M. Bertrand, le même nez aquilin, les mêmes yeux perçants, la même barbe taillée avec soin. « Mais c'est impossible, » murmure Pierre. « Nous venons de le voir il y a 2 jours. Il nous a payés, il nous a donné les clés de cette propriété. » Soudain, une révélation terrible frappe Pierre comme un coup de foudre. Il fouille fébrilement dans sa sacoche et en sort le contrat signé par Bertrand. À la lumière de la chandelle, l'écriture semble étrangement familière. Il ouvre le journal de Michel Laurent à une page au hasard et compare les 2 écritures. Elles sont identiques. François, Monsieur Bertrand et Michel Laurent sont la même personne. Le silence qui suit cette révélation est assourdissant. François déglutit difficilement. « Vous voulez dire que Michel Laurent est encore vivant? Qu'il se fait passer pour Bertrand? » « Plus que cela, » répond Pierre, les pièces du puzzle s'assemblant dans son esprit. « Je pense qu'il nous a attirés ici dans un but précis. Il veut que la vérité éclate, que le secret de cette maison soit révélé. » Comme pour confirmer ses paroles, le visage d'Élise dans le miroir devient plus net, plus expressif. Cette fois, ses lèvres bougent distinctement, et bien qu'aucun son ne sorte du miroir, Pierre parvient à lire sur ses lèvres « la, cave, sous, les, fondations ». Pierre se tourne vers François. Elle nous indique où trouver son corps. Elle veut que nous la découvrions, que nous révélions le crime de Michel. Mais pourquoi Michel voudrait-il que son crime soit découvert? Demande François, troublé par cette logique apparemment contradictoire. Pierre réfléchit intensément, observant les multiples visages qui continuent de se presser dans le miroir. Certains semblent le supplier, d'autres l'accusent, tous paraissent attendre quelque chose de lui. Peut-être parce que la culpabilité l'a rongé pendant toutes ces années. Peut-être parce qu'il ne peut plus vivre avec ce secret. Mais une autre hypothèse, plus terrifiante, commence à germer dans son esprit. Et si Michel Laurent n'était plus vraiment vivant? Et si l'homme qu'ils avaient rencontré sous le nom de Bertrand n'était qu'une autre manifestation de cette maison hantée? Soudain, des bruits de pas résonnent à l'étage supérieur. Réguliers, ils se rapprochent inexorablement de l'escalier. « Il y a quelqu'un d'autre dans la maison », chuchote François, pâle comme un linceul. Les pas descendent maintenant l'escalier de marbre fissuré, chaque marche produisant un écho sinistre dans le hall d'entrée. Pierre souffle sa chandelle, plongeant le salon dans l'obscurité presque totale. Seule la faible lueur de la lune filtrée par les nuages éclaire encore la pièce. Dans le miroir, les visages spectraux semblent s'agiter davantage, comme s'ils pressentaient l'arrivée d'une présence familière et redoutée. Les pas s'arrêtent devant la porte du salon. La silhouette qui se découpe dans l'embrasure de la porte n'est plus celle de l'homme élégant qu'ils avaient rencontré 2 jours plus tôt sous le nom de Bertrand. Michel Laurent, car c'est bien lui, apparaît maintenant dans sa véritable nature, un homme brisé par 5 années de culpabilité et de terreur. Ses vêtements, jadis raffinés, pendent en lambeaux sur son corps amaigri. Son visage, creusé par l'insomnie et les remords, porte les stigmates d'une longue descente aux enfers. Ses cheveux, autrefois soigneusement poudrés, retombent en mèches grises et sales sur ses épaules voûtées. Mais ce sont ses yeux qui trahissent le mieux son état mental. Il brille d'une lueur de folie, constamment en mouvement, comme s'il voyait des choses invisibles aux autres. « Vous avez trouvé le journal ?» dit-il d'une voix rauque, sans préambule. « Vous connaissez maintenant la vérité. » Pierre et François se serrent l'un contre l'autre, terrorisés par cette apparition fantomatique. Dans le miroir derrière eux,
Le visage d'Élise semble sourire tristement, comme si elle attendait ce moment depuis 5 longues années. « Monsieur Laurent, balbutie Pierre, pourquoi nous avoir attirés ici sous une fausse identité ?» Michel entre lentement dans le salon, son regard fixé sur le miroir vénitien. À mesure qu'il s'approche, Pierre remarque quelque chose de troublant. L'homme ne se reflète pas dans la glace. Seule son ombre mouvante témoigne de sa présence physique. « Parce que je ne pouvais pas le faire moi-même », répond Michel d'une voix brisée. « Parce que chaque fois que j'essayais de révéler la vérité, elle m'en empêchait. » Il désigne le miroir d'un geste tremblant. « Élise, ma pauvre sœur, elle ne me laisse aucun repos. Jour et nuit, elle me hante, me reproche mon crime. Mais elle refuse que je me livre aux autorités. Elle veut que ce soit d'autres personnes qui découvrent son corps, qui révèlent mon forfait au monde. » François trouve enfin le courage de parler. « Mais pourquoi? Pourquoi vous fait-elle subir cette torture ?» Michel rit amèrement. Un son lugubre qui résonne étrangement dans le salon en ruine. « Parce qu'elle sait que ma mort ne réparerait rien. Parce qu'elle veut que sa véritable histoire soit racontée, que les gens comprennent qu'elle est morte en tentant de faire le bien. Elle ne veut pas être oubliée comme une victime anonyme de la Révolution. » Il s'approche encore du miroir, et Pierre peut maintenant voir les larmes qui coulent sur ses joues creusées. « Voyez-vous, messieurs, ce que j'ai écrit dans mon journal n'était que la moitié de la vérité. Élise n'avait pas l'intention de livrer Père aux Jacobins pour se venger ou par fanatisme révolutionnaire. Elle avait découvert quelque chose de bien plus grave. » Pierre et François échangent un regard inquiet. Quoi donc? Père n'était pas seulement un noble qui fuyait la Révolution. Il était un espion, messieurs. Un espion qui vendait des informations aux ennemis de la France. Les documents qu'Élise voulait remettre aux autorités ne contenaient pas seulement les noms des nobles en fuite. Ils contenaient les preuves de la trahison de Père, de sa collaboration avec les Autrichiens et les Prussiens. Cette révélation frappe Pierre comme une gifle. L'histoire qu'il croyait connaître se révèle infiniment plus complexe et tragique. Élise avait découvert que Père livrait aux armées ennemies les positions des troupes françaises, les plans de défense des villes, les noms des patriotes les plus influents. Combien de soldats français sont morts à cause de ces informations? Combien de familles ont été massacrées? Michel s'effondre dans un fauteuil brisé, le visage entre les mains. Ma sœur voulait sauver l'honneur de notre famille en dénonçant Père. Elle était prête à mourir pour racheter nos fautes. Et moi, lâche que j'étais, je n'ai vu que la menace immédiate sur nos vies. Je n'ai pas compris qu'elle tentait de nous sauver l'âme. Dans le miroir, le visage d'Élise hoche lentement la tête, confirmant les paroles de son frère assassin. Après sa mort, j'ai brûlé tous les documents compromettants. J'ai pensé protéger notre famille, mais en réalité, j'ai permis que les crimes de Père restent impunis. Combien d'autres sont morts à cause de mon silence? Pierre commence à comprendre l'ampleur de la tragédie. Ce n'était pas seulement le meurtre d'une sœur par son frère, c'était la destruction d'une âme noble qui tentait de réparer les crimes de sa famille. Et depuis, elle vous hante? Chaque jour, chaque nuit. D'abord dans ce miroir, puis partout où j'allais. J'ai fui en Espagne, comme prévu, mais elle m'a suivi. J'ai voyagé en Italie, en Allemagne, toujours elle était là, dans chaque surface réfléchissante, me rappelant mon crime. Michel lève les yeux vers le miroir, et pour la première fois depuis son entrée dans la pièce, Pierre voit une expression de tendresse passer sur son visage ravagé. Il y a 6 mois, elle m'est apparue plus clairement que jamais. Elle m'a fait comprendre ce qu'elle attendait de moi. Je devais revenir ici, je devais faire en sorte que son corps soit découvert, que son histoire soit racontée. Alors seulement, elle pourrait trouver la paix. C'est pour cela que vous nous avez engagés? Oui, sous le nom de Bertrand, un homme qui avait réellement existé, un ami de Père mort à la guerre. J'ai pensé que si des antiquaires découvraient, par hasard, le journal et le corps, l'histoire paraîtrait plus authentique. François, toujours tremblant, pose la question qui le taraude. Et maintenant, qu'attendez-vous de nous? Michel se lève lentement, son regard alternant entre les 2 hommes et le miroir. Que vous fassiez ce pourquoi vous êtes venus.
Que vous trouviez le corps d'Élise dans les fondations de la maison, que vous le rapportiez aux autorités avec le journal, que vous racontiez son histoire au monde. Et vous, que deviendrez-vous? Un sourire étrange, presque apaisé, éclaire le visage de Michel. Moi, je vais enfin pouvoir rejoindre ma sœur. 5 années de torture ont été ma pénitence. Il est temps maintenant de payer le prix final de mon crime. Il tire de sa redingote déchirée une petite fiole de verre contenant un liquide verdâtre. Le même poison qui a tué Élise, j'en avais gardé une dose. Pour moi. Pierre fait un geste pour l'arrêter, mais Michel recule. Non, messieurs, c'est ainsi que cela doit se passer. Élise l'a voulu ainsi. Dans le miroir, le visage de la jeune femme acquiesce solennellement. Ses traits, toujours marqués par l'agonie de sa mort, semblent s'adoucir légèrement, comme si elle approuvait enfin les actes de son frère. Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton « Merci » en forme de cœur, afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. Michel Laurent porte la fiole à ses lèvres, mais avant de boire, il s'adresse une dernière fois aux 2 antiquaires. « Messieurs, quand vous raconterez cette histoire, n'oubliez pas de dire qu'Élise Laurent était une héroïne, qu'elle est morte en tentant de sauver l'honneur de sa famille et de servir la justice, et que son frère était un lâche qui a mis 5 ans à trouver le courage de réparer sa faute. Il vide la fiole d'un trait. Le poison agit rapidement. Michel s'effondre, son corps secoué de convulsions. Mais étrangement, son visage exprime une paix profonde, comme si un fardeau terrible venait enfin d'être ôté de ses épaules. Ses derniers mots, murmurés dans un souffle, sont à peine audibles. « Pardonne-moi, ma sœur, pardonne-moi. » Et dans le miroir vénitien, pour la première fois depuis 5 ans, le visage d'Élise Laurent sourit. L'aube se lève sur la Provence quand Pierre et François terminent enfin leur macabre besogne. Ils ont retrouvé le corps d'Élise Laurent exactement où le miroir le leur avait indiqué, dans une cavité creusée sous les fondations de la maison, dissimulée derrière une cloison de pierre mal ajustée. La jeune femme repose maintenant dans un linceul improvisé, son corps préservé par la fraîcheur humide de la cave et les propriétés particulières du sol provençal. Même dans la mort, ses traits conservent une noblesse touchante qui témoigne de sa haute naissance et de son caractère exceptionnel. Près d'elle, Michel Laurent gît paisiblement, son visage enfin apaisé par la mort rédemptrice. Les 2 frères et sœurs sont réunis dans un dernier voyage vers la justice qu'Élise avait tant désirée. Pierre emballe soigneusement le journal maudit avec les autres preuves qu'ils ont découvertes dans la maison. Des lettres compromettantes que Michel avait finalement choisi de ne pas détruire, des documents prouvant la trahison du père Laurent, et même quelques bijoux de famille qui pourront aider à identifier formellement les corps. « François, » dit-il en contemplant une dernière fois le salon en ruine, « cette histoire va bouleverser bien des certitudes sur la période révolutionnaire. » Son ami, encore secoué par les événements de la nuit, hoche la tête gravement. Qui aurait cru qu'un simple miroir pouvait contenir tant de secrets? Pierre se tourne vers le miroir vénitien. À sa grande surprise, la surface réfléchissante est maintenant parfaitement normale. Il y voit son propre reflet fatigué, les traits tirés par une nuit d'épreuve, mais aucune trace des visages spectraux qui l'avaient hanté. « Regardez, » murmure-t-il, « elle est partie. » Effectivement, le visage d'Élise Laurent a disparu du miroir. Seule demeure la beauté froide et parfaite de la glace vénitienne, comme si elle n'avait jamais été troublée par la présence de l'au-delà. Elle a obtenu ce qu'elle désirait, ajoute Pierre avec un mélange de tristesse et de soulagement. Justice pour elle, rédemption pour Michel. Les 2 hommes chargent leur découverte macabre dans une charrette empruntée au village voisin. Le voyage jusqu'à Marseille leur prend plusieurs heures, pendant lesquelles ils discutent de la meilleure façon de présenter cette affaire aux autorités. Il faut que l'histoire soit racontée dans son intégralité, insiste Pierre. Élise Laurent ne doit pas être oubliée comme une victime anonyme. Son sacrifice mérite d'être connu. À Marseille, leur témoignage fait sensation. Le procureur de la République, un homme austère nommé Fouché, écoute leur récit avec un intérêt croissant. Les preuves qu'ils apportent, corps,
journal, documents compromettants, sont accablantes et indiscutables. Cette affaire Laurent va faire du bruit, prédit Fouché en examinant les dernières pages du journal de Michel. Un noble qui trahit sa patrie, une fille qui tente de sauver l'honneur familial, un fils qui la tue par lâcheté. C'est tout le drame de notre époque qui se résume dans cette tragédie. L'enquête officielle confirme rapidement les révélations contenues dans le journal. Des recoupements avec d'autres documents d'archives révèlent l'ampleur de la trahison du père Laurent. Ces informations transmises aux ennemis de la France ont effectivement causé la mort de centaines de soldats et de civils patriotes. Élise Laurent est officiellement réhabilitée et proclamée héroïne de la République. Une plaque commémorative est apposée sur les ruines de la maison familiale, honorant sa mémoire et son sacrifice pour la justice. L'affaire fait les titres de tous les journaux de l'époque. L'histoire de la jeune aristocrate qui préféra mourir plutôt que de protéger les crimes de sa famille devient un symbole de rédemption et de courage moral. Des écrivains s'emparent du sujet, des peintres immortalisent son visage noble, des poètes chantent sa bravoure. Pierre et François, témoins privilégiés de cette révélation extraordinaire, deviennent malgré eux des personnages publics. Ils sont invités dans les salons parisiens pour raconter leurs découvertes, interrogés par des journalistes, sollicités par des historiens. « Nous n'étions que de simples antiquaires », confie Pierre lors d'une interview pour la Gazette de France. « Nous cherchions des objets de valeur dans une maison abandonnée. Nous avons trouvé infiniment plus précieux, la vérité. » Mais c'est François qui résume le mieux l'essence de leur expérience. Ce miroir vénitien nous a enseigné que certains secrets sont trop lourds à porter seuls. La vérité finit toujours par éclater, d'une manière ou d'une autre. Élise Laurent a attendu 5 ans que justice lui soit rendue. Sa patience et sa détermination, même dans la mort, ont fini par triompher. Le miroir vénitien, devenu célèbre par cette histoire, est finalement acquis par un collectionneur parisien. Il trône maintenant dans un salon bourgeois des Champs-Élysées où il ne reflète plus que les visages satisfaits des invités admirant sa beauté. Parfois cependant, racontent certains témoins, quand la lumière des chandelles danse d'une certaine façon sur sa surface parfaite, on peut apercevoir l'ombre fugace d'un sourire, le sourire apaisé d'une jeune femme qui a enfin trouvé la paix. Car Élise Laurent repose maintenant en terre consacrée dans le cimetière Saint-Charles de Marseille, sous une pierre tombale qui porte cette épitaphe simple mais émouvante. C.J. Élise Laurent, 1773-1793, morte pour la vérité et la justice. Son sacrifice éclaire notre mémoire, sa noblesse d'âme survit à la noblesse de sang. Et chaque année, le 6 octobre, anniversaire de sa mort, des bouquets de fleurs sauvages de Provence apparaissent mystérieusement sur sa tombe, apportés par des mains anonymes qui n'ont pas oublié son héroïsme. L'histoire de la maison Laurent est devenue une légende locale. Les guides touristiques de Marseille ne manquent jamais de la mentionner lors de leurs visites, et les ruines de la propriété attirent des curieux du monde entier. Mais pour Pierre et François, qui ont vécu cette aventure dans leur chair et dans leur âme, elle représente bien plus qu'une simple histoire de fantôme. Elle est la preuve que l'injustice, même dissimulée pendant des années, finit toujours par être révélée et que les âmes nobles trouvent toujours un moyen de faire triompher la vérité. La Provence a gardé ce secret pendant 5 ans, médite Pierre, en contemplant une dernière fois les ruines de la maison Laurent. Mais la terre de nos ancêtres n'oublie jamais. Elle porte en elle la mémoire de tous ceux qui ont souffert, de tous ceux qui ont lutté pour la justice. Et quand l'heure de la révélation arrive, elle sait délivrer ses secrets à ceux qui sont dignes de les entendre. Le vent mistral souffle toujours sur les collines provençales, mais il ne porte plus les gémissements d'une âme en peine. Il murmure maintenant une mélodie de paix, un chant de rédemption qui s'élève vers les cieux clairs de la Méditerranée. L'affaire Laurent est close. La justice a été rendue. Et dans un miroir parisien, parfois, quand la lumière danse juste comme il faut, on peut voir le reflet d'un sourire, le sourire d'Élise Laurent, enfin apaisé, enfin libre. Qu'avez-vous pensé de l'histoire? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce cas terrifiant.
envie d'autres histoires d'horreur mêlant histoire et mystère. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. À bientôt pour le prochain cauchemar. Pour le prochain. 20 ans plus tard, en 1818, un antiquaire parisien découvre par hasard, dans les archives de la Bibliothèque nationale, une lettre jamais envoyée d'Élise Laurent à un ami d'enfance. Cette lettre, écrite quelques jours avant sa mort, révèle les véritables motivations de la jeune femme et confirme définitivement la version des événements racontés par Michel dans son journal maudit. Mon cher Augustin, si cette lettre vous parvient, c'est que j'aurai échoué dans ma mission de rédemption. Père a commis des crimes terribles contre notre patrie, vendant des secrets d'État aux ennemis de la France. J'ai découvert ses agissements par hasard, en fouillant dans ses papiers avant sa fuite. Je sais que Michel tentera de m'en empêcher. Il a toujours été plus attaché à la préservation de notre nom qu'à l'honneur véritable. Mais je ne peux vivre en sachant que le sang de tant d'innocents tache nos mains. Si je meurs avant d'avoir pu livrer ces preuves aux autorités, sachez que j'aurai tenté jusqu'au bout de racheter les fautes de ma famille. Puisse ma mort servir au moins à cela, révéler la vérité et sauver notre honneur perdu. Votre dévoué ami, Élise Laurent PS. Je confie cette lettre au miroir vénitien du salon, en espérant qu'un jour, quelqu'un la trouvera et comprendra mes motivations. Cette lettre, retrouvée effectivement cachée dans un compartiment secret du cadre du miroir vénitien, apporte la preuve finale de la noblesse d'âme d'Élise Laurent et de la justesse de sa cause. Le miroir, devenu une pièce de musée après cette ultime révélation, trône maintenant au Louvre, dans la section consacrée à l'art décoratif de l'époque révolutionnaire. Une plaque explicative raconte l'histoire complète de la famille Laurent et rend hommage au courage exceptionnel d'Élise. Et parfois encore, racontent les gardiens du musée, quand les derniers visiteurs sont partis et que les lumières s'éteignent une à une dans les galeries silencieuses, on peut voir danser dans le miroir vénitien l'ombre d'une jeune femme souriante, gardienne éternelle de la vérité et de la justice. Car certaines âmes, une fois apaisées, choisissent de rester parmi nous, non plus pour nous hanter, mais pour nous rappeler que l'honneur et la courage sont les plus belles parures de l'humanité. Cette histoire, bien que romancée, s'inspire de faits réels survenus pendant la Révolution française. De nombreuses familles aristocrates furent déchirées par les conflits entre loyauté familiale et conscience politique. Le personnage d'Élise Laurent rend hommage à toutes ces âmes courageuses qui choisirent la justice plutôt que la facilité, parfois au prix de leur vie.